Je me tenais dans la salle paroissiale de l'église Saint-Louis quand ma belle-fille l'a dit tout haut. Sa voix était claire, son menton levé et ses yeux ancrés dans les miens. Le plus beau cadeau pour mon mariage, a-t-elle lancé, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Le silence s'est abattu sur la pièce. Je revois encore les chaises pliantes, les nappes blanches et ce plateau à moitié vide de sablé. J'ai attendu que ma femme rie, qu'elle tourne ça à la blague. J'attendais qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Camille a simplement hoché la tête. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ce n'était pas un geste bruyant ni dramatique, juste un petit hochement de tête ordinaire, mais j'ai eu l'impression qu'une porte se fermait à double tour au plus profond de ma poitrine. 3 semaines plus tard, elle se retrouverait dans cette même salle, les voix montantes, les visages rouges, face à une maison vide, se demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite. Mais à cet instant, dans ce calme pesant, je me suis contenté de respirer et de compter jusqu'à 3. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai juste regardé Élodie, 28 ans, les cheveux tirés en un chignon serré, serrant son classeur de mariage contre elle comme un bouclier, et j'ai dit. D'accord. Elle a scié, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse si courte. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Thomas Galland. J'avais 54 en ce printemps-là et nous vivions à Rueil-Malmaison. J'ai été électricien presque toute ma vie. 34 ans de réveil aux aurores, de sous-sol froid et de mains qui n'ont jamais vraiment cessé de fourmiller. Même quand j'essayais de dormir, mes articulations étaient épaisses, mes doigts à moitié engourdis à force de sertir des fils et de serrer des borniers. Camille et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle avait déjà une fille, Élodie, qui avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Son vrai père était parti depuis longtemps. Je n'ai pas essayé de prendre sa place. J'étais juste là. Les sorties de lycée, les pneus crevés, les heures de conduite accompagnées sur le parking du centre commercial. Je lui ai appris à faire un créneau avec mon vieux fourgon, le pied au-dessus du frein, la voix calme. Même quand elle tapait le trottoir. Au début, elle m'appelait Thomas, puis papa, et puis, à un moment donné, elle a arrêté de m'appeler tout court. Notre maison se trouvait dans une impasse tranquille, bordée de pommiers à fleurs. C'est moi qui avais versé l'apport. Le prêt était à mon nom, et à celui de Camille aussi. Élodie aimait l'appeler la maison de famille, surtout quand elle parlait d'y organiser son cocktail de fiançailles ou des dîners de répétition. Le mariage avait tout envahi. Les domaines, les traiteurs, les fleuristes. J'entendais la voix d'Élodie sur haut-parleur pendant que Camille faisait les 100 pas dans la cuisine, hochant la tête, souriant, disant. Bien sûr, ma chérie. J'ai payé la majeure partie des factures sans me plaindre. C'est ce qu'on fait, non? Je me disais qu'on investit dans les gens qu'on aime. La réunion à l'église devait être simple. Le décompte final, le plan de table. Élodie se tenait devant nous avec son classeur, tournant les pages comme une chef de projet. Puis elle s'est raclé la gorge. Il y a juste une dernière chose, a-t-elle dit, en regardant Camille d'abord, puis moi. Je ne veux aucune gêne le jour de mon mariage. Camille a bougé sur sa chaise. Je connaissais ce mouvement. Elle le faisait quand elle ne voulait pas choisir de camp. Élodie a continué. Les gens pourraient être confus. Enfin, tu n'es pas vraiment mon père. J'ai hoché la tête une fois. Cette partie-là ne m'a pas fait aussi mal qu'elle le pensait sans doute. Et honnêtement, a-t-elle ajouté, ça compterait beaucoup pour moi si tu te retirais. Complètement. J'ai attendu. Elle a pris une inspiration et a lâché le morceau. Le plus beau cadeau, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Je me suis tourné vers Camille. 12 ans de mariage, des comptes joints, des dimanches matins silencieux. J'ai cherché quelque chose sur son visage. N'importe quoi. Elle a hoché la tête. Je me souviens avoir remarqué à quel point l'horloge murale semblait bruyante après ça. Tic, tac, tic. D'accord, j'ai répété. Ce soir-là, j'ai fait un petit sac de voyage. Des jeans, mes chemises de travail, ma brosse à dents. J'ai laissé le reste. Les photos de famille, le canapé que j'avais réparé 2 fois, les étagères du garage que j'avais construites de mes mains. Camille regardait depuis le pas de la porte de la chambre. Thomas.
a-t-elle dit, comme si elle allait ajouter quelque chose, mais elle s'est tue. J'ai posé mes clés de maison sur le comptoir, juste à côté du classeur de mariage. J'ai dormi dans mon fourgon cette première nuit, garé sur une aire de repos près de L à 86. L'odeur du café industriel flottait dans l'air chaque fois que la porte de la station s'ouvrait. J'étais assis là, les mains serrées autour d'un gobelet brûlant, fixant le vide. Au matin, mon téléphone était saturé de messages. Des appels manqués, des SMS confus, Élodie me demandant ce que je mijotais, Camille me demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé travailler. J'ai tiré des câbles, serré des vis, fait mon job. Le monde ne s'arrêtait pas de tourner parce que mon mariage venait de finir. Pendant la pause déjeuner, assis dans mon camion, j'ai regardé l'application de ma banque. Les mensualités du prêt que je payais depuis des années, l'assurance habitation à mon nom, l'acte de propriété que j'avais signé sans trop y réfléchir à l'époque. Disparaître, j'ai pensé. Très bien. Je le ferai. Mais disparaître ne signifiait pas s'évaporer dans la nature. Cela signifiait me retirer prudemment et laisser tout ce sur quoi elle s'appuyait ressentir le poids de cette absence. Je n'ai pas foncé tête baissée vers l'agence immobilière. J'ai dépassé le bâtiment une fois, puis j'ai fait le tour du pâté de maison, mon clignotant rythmant mes pensées. Je ne tremblais pas. Cela m'a surpris. J'avais toujours imaginé qu'une telle rupture s'accompagnerait de colère, de cris, peut-être d'un pare-brise fissuré ou d'une porte claquée. Au lieu de cela, je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait évidé et avait oublié de remettre quoi que ce soit à l'intérieur. Je me suis arrêté dans une station-service, j'ai fait le plein du fourgon et je suis resté là plus longtemps que nécessaire. Un vieil homme à la pompe d'à côté m'a fait un signe de tête. Nous avons échangé ce genre de regard que les hommes de notre âge partagent. Pas de mots, juste une reconnaissance. Toujours là. Tu respires encore? J'ai vérifié mon téléphone. Un autre SMS de Camille. Thomas, ça a assez duré. On doit parler. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'ai recommencé. Puis j'ai verrouillé l'écran et j'ai glissé le téléphone dans la console. Parler, c'est ce qu'elles avaient fait. Décider sans moi, hocher la tête. En milieu d'après-midi, je me suis garé devant l'agence du Crédit Agricole. Le bâtiment en briques était le même que d'habitude, avec ses drapeaux et son banc près de l'entrée. J'y avais mes comptes bien avant de connaître Camille. À l'intérieur, l'air sentait le produit de nettoyage et le tonneur d'imprimante. Une jeune femme au guichet m'a souri. Je voudrais consulter mes comptes, ai-je dit. Les comptes joints aussi. Elle a tapoté sur son clavier, m'a demandé ma pièce d'identité. Tout était calme, ordinaire. C'était la partie la plus étrange. La vie continuait comme si de rien n'était. Nous avons passé en revue la paperasse. Le compte courant, le livret A, celui que nous utilisions pour les frais du mariage. Je n'ai encore rien clôturé. J'ai juste posé des questions, pris des notes, écouté. En ressortant, je me suis assis sur le banc un instant. Je me sentais bien plus vieux que le matin même. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un Formule 1 près de l'autoroute. Des murs beiges, un lit qui s'enfonçait au milieu. Je fixais le plafond en pensant à la maison, à la 3e marche de l'escalier qui grinçait, à l'odeur du shampoing de Camille dans la salle de bain. J'ai repensé à Élodie à 16 ans, les mains crispées sur le volant pendant que je la coachais. Doucement, je lui avais dit. Tu as le temps. En avais-je vraiment? Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Camille était au travail. J'ai utilisé le double des clés. J'ai traversé les pièces qui semblaient soudainement mises en scène, comme si j'étais un intrus dans ma propre vie. J'ai emballé quelques affaires de plus. Ma caisse à outils, une photo encadrée de mon père, ma vieille veste en flanelle. Je n'ai touché à rien qui crie Marie. L'album de mariage, les tasses assorties, le plaid de Camille. Sur le plan de travail de la cuisine, le classeur de mariage était exactement là où je l'avais laissé. Des post-it, des onglets de couleur, tout était organisé à la minute près. Je l'ai refermé doucement. Quand Camille est rentrée ce soir-là, mon côté du dressing était vide. Elle se tenait là, les bras croisés. Tu le fais vraiment, a-t-elle dit. Tu nous punis. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Non,
j'ai répondu. Je me retire, comme vous l'avez demandé. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Élodie ne pensait pas vraiment. Elle le pensait, j'ai dit. Et tu as approuvé. C'est là que son visage a changé. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de l'incertitude, comme si elle réalisait enfin que quelque chose s'était mis en mouvement et qu'elle ne pouvait plus l'arrêter. Les jours suivants, les appels se sont intensifiés. Élodie laissait des messages vocaux qui oscillaient entre la fureur et la panique. Tu ne peux pas juste partir. Tu sais de quoi ça a l'air. Les messages de Camille étaient plus calmes. On peut arranger ça. Reviens à la maison. Tu fais du mal à tout le monde. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rencontré un agent immobilier que je connaissais depuis des années. Nous nous sommes assis dans son petit bureau avec un café brûlé entre nous. Tu es sérieux? A-t-il demandé en feuilletant les documents. Je le suis. Il s'est adossé à sa chaise. Vente rapide ou au prix? Je veux que ce soit net, j'ai dit. Il a hoché la tête. Tu sais ce que ça implique? Je sais. Signer le mandat de vente a été plus lourd que prévu. Non pas que je doutais, mais parce que cela rendait tout définitif. La maison serait vendue. Les plans du mariage qui y étaient liés allaient s'effilocher. Je le savais. Ce soir-là, Camille a débarqué au motel sans prévenir. Elle a frappé jusqu'à ce que j'ouvre. Tu es en train de tout démolir, a-t-elle dit, les yeux brillants. Pourquoi? Je n'ai pas élevé la voix. Pour moi. Elle a ri, d'un rire sec et fragile. Tu crois que ça va bien finir? Je pense que ça va finir, tout court, j'ai répondu honnêtement. Elle m'a dévisagé comme si elle ne me reconnaissait plus. Peut-être que c'était le cas. Le lendemain matin, le panneau à vendre a été planté sur la pelouse. L'après-midi même, mon téléphone a explosé. Élodie hurlait. Camille pleurait. Un responsable du domaine de réception a appelé, confus, demandant qui avait encore l'autorité pour approuver les événements à la maison. J'ai laissé sonner. Disparaître, avait-elle dit. C'est exactement ce que je faisais, silencieusement, légalement, une pièce après l'autre. Et plus je m'éloignais, plus je réalisais à quel point je portais leur monde à bout de bras sans jamais avoir été remercié. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris une chose que je n'avais pas saisie en bouclant mon sac de voyage. Disparaître n'était pas un acte unique, un claquement de porte ou un adieu théâtral. C'était une suite d'absences silencieuses, de petits supports retirés un par un, comme on décloue les planches d'une structure pour la regarder s'affaisser sous son propre poids. L'annonce de la maison a été publiée un jeudi. L'agent m'a envoyé une photo. Les clichés étaient lumineux, pris au grand angle. La pelouse semblait plus verte que dans mes souvenirs. J'ai fixé l'image longtemps, essayant de ressentir quelque chose, un regret vif, un triomphe, n'importe quoi. Mais je ne ressentais qu'une immense fatigue. Mon téléphone a vibré. Camille. Élodie est en larmes. Elle dit que tu l'humilies. Quelques minutes plus tard. Camille, s'il te plaît. Parlons. Reviens à la maison. Le mot maison sonnait creux désormais, comme s'il ne m'appartenait plus. J'ai repensé au premier hiver là-bas, quand je me levais plus tôt pour déneiger l'allée avant de partir au travail pour que Camille ne glisse pas. J'avais remplacé la chaudière moi-même pour économiser. Élodie y recevait ses amis, riant aux éclats dans la cuisine, sans jamais se soucier des factures ou du chauffage. Le lendemain, je me suis rendu au bureau du cadastre. C'était un bâtiment en béton froid sous des néons blafards. J'ai pris un ticket et j'ai attendu, écoutant le ronronnement de la ventilation. Quand mon tour est venu, l'employé a affiché l'acte de propriété. Mon nom apparaissait en premier. J'ai hoché la tête. C'était bien ce que je pensais. En sortant, je me suis assis dans mon fourgon, le front contre le volant. Une seconde, j'ai douté. Est-ce que j'allais trop loin? Puis le téléphone a sonné. C'était le domaine où devait avoir lieu la réception. Monsieur Galland, nous appelons car il semble y avoir une confusion concernant l'utilisation de la propriété pour le dîner de répétition. Il n'y a aucune confusion, j'ai répondu. La maison est en vente. Un silence gêné a suivi. Eh bien,
Sans confirmation du propriétaire et preuve d'assurance, nous ne pouvons pas procéder. Je comprends parfaitement, j'ai conclu. En raccrochant, mes mains tremblaient, mais c'était l'adrénaline. Désormais, les conséquences dépassaient les simples messages de colère. L'après-midi, je suis retourné sur un chantier dans une zone commerciale pour recabler une armoire électrique. Mes mains bougeaient par automatisme. Dénudées, torsadées, vissées. Le soir, Élodie m'a envoyé un message direct. Tu gâches tout. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout à toi. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Je me suis souvenu de la nuit où elle m'avait appelé, en pleurs à la fac, parce que sa voiture ne démarrait pas. J'avais fait 2 heures de route sous la neige pour aller la chercher sans hésiter. Tu es mon héros, m'avait-elle dit à l'époque. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon assureur. À la fin de l'appel, un autre fil de la trame avait été discrètement retiré. Camille est revenue au motel le soir même. Elle est restée debout près de mon camion alors que j'étais encore au volant, moteur éteint. Tu fais du mal à Élodie, a-t-elle dit par la fenêtre ouverte. Ce n'est pas moi qui ai commencé, j'ai répliqué. Tu es son père. Je l'étais, j'ai dit doucement, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Sa bouche s'est crispée. Tu prends plaisir à ça. J'ai secoué la tête. Non, je survis. Elle s'est approchée. Si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as déjà pris cette décision. Tu ne pensais juste pas que je l'accepterais. Elle a reculé comme si je l'avais bousculée. La première offre pour la maison est arrivée 2 jours plus tard. L'agent immobilier m'a appelé, la voix prudente. Accepté, j'ai dit tout de suite. Vous êtes sûr? Oui. En raccrochant, un poids s'est posé sur ma poitrine. Pas de l'effroi, mais une finalité. La robe de mariée d'Élodie était toujours suspendue dans le placard de la chambre d'amis. J'avais installé la tringle moi-même. Je l'imaginais là, attendant un jour qui s'éloignait à chaque signature que je posais au bas des documents. La vente a été conclue un mardi matin. Je me souviens encore du bruit du stylo sur le papier. Un léger crissement, rien de dramatique. L'agent a fait glisser les documents vers lui, a tapoté le tas de feuilles pour bien les aligner et a dit. Voilà, c'est fait. 12 ans de mensualité de crédit, 12 hivers à déneiger, 12 étés à tondre cette pelouse pendant qu'Élodie était assise sur le porche, les yeux rivés sur son téléphone, me demandant si j'avais vu ses lunettes de soleil. Tout cela s'était envolé. Je suis sorti de l'étude notariale pour me retrouver sur un parking rempli de voitures ordinaires. Quelqu'un s'engueulait au téléphone. La vie continuait, ignorant que ce que j'avais bâti n'était officiellement plus à moi. Les appels ont commencé avant même que j'aie atteint le bout de la rue. Camille d'abord, à bout de souffle. Qu'est ce que tu as fait? J'ai vendu la maison. Tu ne peux pas. C'est fait. Elle s'est-tue, puis sa voix est devenue plus douce. Le domaine vient de m'appeler. Ils annulent le dîner de répétition. Ils disent qu'ils ne peuvent pas avancer sans la propriété. J'imaginais le classeur d'Élodie, ses onglets de couleur, son planning millimétré. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais de la seule manière qui importait encore. Tu détruis son rêve, a lâché Camille. Non, j'ai répondu. Je m'en retire. L'après-midi, tout a suivi. Le fleuriste, l'orchestre, le traiteur qui demandait qui était désormais responsable du solde impayé. Puis Élodie m'a appelé d'un numéro inconnu. Tu as vendu la maison. Tu es fou? Hurlait-elle. Je t'avais prévenu que j'allais disparaître, ai-je répondu calmement. Tu as fait ça exprès. Oui. La vérité était enfin là, au grand jour. Tu ruines mon mariage. Criait-elle. Ce n'est pas une vengeance, Élodie. Ce sont les conséquences. Le soir même, Camille est revenue au motel. Elle s'est assise sur le bord du lit, les épaules affaissées. Elle a honte. Tout le monde est au courant. Tout le monde savait que j'existais aussi, ai-je répliqué. Jusqu'à ce qu'on ne veuille plus de moi. Elle a levé les yeux vers moi. Je n'aurais jamais cru que tu irais si loin. Et moi, je n'aurais jamais cru que tu hocherais la tête.
Le silence s'est figé dans la pièce. 2 jours plus tard, les acheteurs organisaient une visite libre. Des ballons étaient attachés à la boîte aux lettres, des inconnus marchaient là où ma vie s'était déroulée. Élodie a débarqué pendant les visites. Les voisins m'ont raconté plus tard. Des cris, des portes qui claquent, une jeune femme en pleurs sur les marches du perron pendant que les passants faisaient semblant de ne pas regarder. Le mariage a été officiellement reporté le lundi suivant. Élodie a posté un message vague sur Internet à propos des personnes toxiques et du besoin de fixer des limites. Camille a arrêté de m'envoyer des messages. Je me suis installé dans une petite location à la lisière de la ville. Une chambre, des murs fins, un porche juste assez grand pour une chaise. Le premier soir, je me suis assis là et j'ai écouté le bruit du trafic. Pas de cris, pas de plan de mariage, pas de classeur. Juste le calme. Un calme qui ne semblait pas vide, mais mérité. Elle pensait que l'histoire s'arrêtait là, que j'allais simplement m'effacer dans le décor comme elle le souhaitait. Elles avaient tort. Car si la maison était vide, quelque chose d'autre prenait forme. Quelque chose que j'avais construit lentement, délibérément. Je ne laissais pas le chaos derrière moi. Je laissais la vérité. Les nouveaux propriétaires ont pris possession des lieux un vendredi matin. Je n'y suis pas allé pendant leur emménagement. J'y étais déjà passé plus tôt dans la semaine, seul, alors que les pièces étaient nues et que l'air sentait la poussière et le nettoyant au citron. J'ai traversé la maison une dernière fois, lentement, écoutant l'écho de mes pas comme si je marchais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. J'avais apporté une boîte. Elle n'était pas lourde, elle ne contenait que du papier. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, la même où Camille étalait les factures et où Élodie ouvrait ses classeurs. La surface portait encore une petite rayure datant du jour où j'avais fait tomber un tournevis, des années auparavant. Dans la boîte se trouvait un unique classeur noir, épais. Sur la tranche, j'avais écrit en lettres capitales. Ce qui disparaît. À l'intérieur, des onglets propres et étiquetés. Prêt immobilier, assurance et charges, éducation et santé, frais du mariage, extra. Chaque section contenait des copies, des relevés, des chèques et des notes de ma main avec les dates et les montants. Aucune insulte, aucune opinion, juste des faits. Au-dessus du classeur, j'ai placé une enveloppe adressée à Élodie. Pas à Camille. À Élodie. Je suis resté là un long moment après l'avoir posée, sentant le poids des années sur mes épaules, puis je suis parti sans prévenir personne. L'appel est arrivé dans l'après-midi. Ce n'était pas Camille, mais Marc, le fiancé d'Élodie. Sa voix était serrée. C'est quoi, ça? Ouvre-le, j'ai répondu. Il y a eu un silence, un bruit de papier, puis un souffle court. Mon Dieu! A-t-il murmuré. J'entendais Camille pleurer en arrière-plan et la voix d'Élodie, aiguë et paniquée, crier que c'était de la manipulation. J'ai tout documenté, j'ai dit au téléphone. Il y a une différence. Ils étaient dans la maison vide, à la lumière du soleil couchant, et j'imaginais Élodie feuilletant les pages, s'arrêtant sur des chiffres qu'elle n'avait jamais remarqués. Les 1250 de crédit mensuel, les 6008 cents pour son appareil dentaire, les 14009 cents d'acompte pour le domaine, le fleuriste, l'orchestre. Sous l'onglet extra, j'avais ajouté ce qu'elle avait oublié. L'argent pour l'essence, les franchises d'assurance, le loyer que j'avais payé quand sa colocataire l'avait lâché. À la fin du classeur se trouvait la lettre. Élodie, tu m'as demandé de disparaître. Voici ce qui disparaît avec moi. Il n'y a pas de colère ici, juste un bilan. J'espère que ton mariage sera beau. Je ne serai pas là pour le voir. Thomas. Tu étais au courant de tout ça? A demandé Marc à Élodie sur la ligne. Le silence qui a suivi était plus bruyant que tous les cris du monde. D'après Rick, mon ancien voisin, Élodie a fini par jeter le classeur à travers la pièce. Les pages se sont envolées comme des feuilles mortes. Marc les a ramassées une par une sous les yeux des voisins qui observaient à distance, avec cette tenue un peu gênée des gens de banlieue. Le soir même, l'histoire avait fait le tour du quartier et de la paroisse. Il n'y avait aucune rumeur à corriger. La vérité était là, étiquetée et classée sur le comptoir. Le lendemain, j'ai reçu un email de Marc. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je pense que nous ne sommes pas prêts à nous marier.
Camille m'a envoyé un dernier message. J'aurais aimé que tu te battes davantage. J'ai répondu par une seule phrase. Je l'ai fait, en silence, pendant des années. Ce fut la dernière chose que je lui ai dite. L'hiver suivant, j'ai acheté ma propre maison, plus petite, payée comptant, avec un petit jardin. Le premier soir, je me suis assis dehors avec une tasse de thé. Je pense parfois à Élodie, non pas avec colère, mais avec une forme de tristesse lointaine. J'espère qu'elle a compris quelque chose. Elles m'ont demandé de disparaître. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que lorsqu'on évince celui qui portait tout, on ne perd pas seulement la personne. On perd aussi le poids qu'elle portait en silence. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas de crier plus fort, c'est de se choisir soi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.